La pluie s'acharnait contre les grandes fenêtres du salon, martelant le silence comme pour faire éclater une vérité que les pièces refusaient depuis des années. Le manoir de la Gold Coast semblait tenir sa respiration. Des couloirs trop polis, des fauteuils au tissu frais, des pièces décorées pour des réceptions qui n'avaient plus lieu. Sur le bureau de bois laqué, près d'une lampe froide, une carte de Noël restait pliée, sans écriture. Puis, une petite feuille jaunie, dernier vestige d'un souvenir d'enfance. Une photo en noir et blanc d'un garçon au regard sérieux, les mains dans les poches d'un manteau trop grand. Michael Pierce passa le doigt sur le bord du papier, comme si l'huile de ses mains pouvait réveiller quelque chose de vivant. La maison sentait le marbre et le sapin artificiel, un parfum de luxe que la pluie dehors cherchait à rincer. Si cette histoire vous touche, restez jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres récits comme celui-ci. Laissez un like et dites-nous dans les commentaires ce que Noël signifie pour vous. Michael vivait dans cette retenue depuis si longtemps que la solitude avait pris autour de lui la forme d'un protocole. Entre les contrats et les conférences de presse, sa vie intime s'était rétrécie à la taille d'un luxe silencieux. Domestiques en uniforme muet, calendrier plein de rendez-vous et soirées où l'on échangeait des cartes de visite plutôt que des confidences. On parlait de lui comme d'un homme qui savait tout acheter, villes, œuvres, étoiles financières, mais qui ne savait plus acheter une présence humaine. Il se souvenait peu des visages en dehors de ceux qui lui présentaient des bilans. Il se souvenait encore moins des odeurs d'une maison habitée. La pluie ce soir de Noël semblait lui rappeler ses absences. La femme qui fit irruption dans cette routine se nommait Emma Rivera. Elle avait 32 ans, peau couleur terre de New Mexico, mains travaillées par le lavage des sols et le pliage des draps, et un rire qui venait de loin, comme une chanson que l'on garde malgré le vent. Elle travaillait pour Michael depuis 2 ans. Elle connaissait la maison mieux que quiconque, pas pour ses richesses matérielles, mais pour ses angles vides, les tableaux qui regardaient sans répondre et les cheminées qui n'avaient pas vu de bûche depuis des saisons. Ce soir-là, après le service habituel, elle posa une invitation sur la table de la cuisine, ni ostentatoire ni humiliante, une proposition simple, formulée comme on offre un morceau de pain à un voisin fatigué. « Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez, venez », avait-elle écrit, un peu hésitante en refermant l'enveloppe avec le pouce. Elle l'avait signée, Emma. Elle n'avait pas ajouté de titre. Michael trouva l'enveloppe au petit matin, quand la maison dormait encore d'un sommeil mécanique. Il fut surpris par la clarté humble de l'écriture, par la façon dont les lettres semblaient tenir leur place sans chercher à paraître. Il passa sa main sur la carte, hésita. Quelque chose dans la simplicité de ce geste le toucha plus profondément que n'importe quelle dépense somptueuse. Il pensa à la photo sur le bureau, un garçon sérieux, un manteau trop grand, et se demanda à quel âge il avait cessé d'attendre qu'on l'invite à entrer dans une maison où l'on chante, où l'on rit, sans conjecturer sur le rendement d'un investissement. Sans que Michael sache vraiment pourquoi, il prit le téléphone et composa le numéro discret de la gouvernante pour demander « Est-ce que Emma est chez elle ce soir ?» La réponse fut un sourire poli, presque incrédule. Oui, elle allait préparer un dîner familial, de la cuisine du Nouveau-Mexique, la grand-mère devait chanter, quelques voisins, rien de formel. Il pensa d'abord à refuser, par fierté, par protocole, par peur. Mais la pluie à l'extérieur claquait contre le verre comme un tambour ancien. Il enfila une veste en cuir, prit sa voiture noire et, sans effusion, se dirigea vers Logan Square. La banlieue changea sa tonalité au fur et à mesure que Michael approchait. Les rues étroites, les lampadaires au halo jaune, les maisons avec des guirlandes irrégulières, le parfum de bois fumé qui s'échappait des cheminées. La maison jaune d'Emma se tenait modeste entre 2 façades plus ordinaires, une bouffée de couleur dans la grisaille de décembre. Un jasmin grimpeur rejetait ses branches vers la fenêtre. Même au cœur de l'hiver, la plante semblait promettre un printemps futur. Dehors, un mince rideau de pluie faisait scintiller les lampadaires. À l'intérieur, la maison brûlait de lumière.
Lorsque la porte s'ouvrit, Michael sentit pour la première fois depuis longtemps qu'il était invité et non pas inspecté. Emma apparut sur le seuil, un tablier taché de farine, les cheveux attachés d'un côté, et ses yeux trahirent un mélange de surprise et de prudence. Elle ne le regarda pas comme on regarde une relique, elle le regarda comme on regarde une personne fatiguée. « Vous êtes venu, dit-elle simplement. Sa voix n'avait aucun vernis. Un instant de silence glissa entre eux, et Michael se surprit à vouloir s'excuser pour tant de choses qu'il n'avait pas faites et pour la solitude qu'il avait cultivée comme une œuvre d'art. Mais il ne trouva que ces mots « merci ». La table était étroite, couverte d'un tissu dépareillé mais propre, des assiettes multicolores disposées avec une sincérité joyeuse. L'odeur de tortillas fraîches, de piments rôtis et de pozole flottait dans l'air, accompagnée d'un parfum de cannelle qui venait d'un plat de beignets que la grand-mère avait apporté. Les rires fusaient. La famille d'Emma n'avait pas la retenue raffinée de la haute société, et c'était précisément ce qui faisait la grâce de leur compagnie. Ils parlaient fort, se taquinaient, se chamaillaient sur des souvenirs, et Michael écoutait, parfois comme on observe un paysage inconnu, parfois comme on boit une soupe chaude après des heures au froid. La grand-mère d'Emma, une femme aux cheveux blancs tirés en chignon, posa sa main sur celle de Michael comme si elle pesait son cœur. « Parlez-nous de vous, dit-elle, et il réalisa que personne ne lui avait demandé cela depuis l'enfance. Il parla sans fioriture, d'un père absent, d'une jeunesse entre foyers d'accueil, d'une ascension qui avait tout emporté sur son passage. La famille écouta, non pas pour juger, mais pour comprendre. Emma fit un geste vers la cuisine et, sans cérémonie, versa une tasse de thé fort et sucré dans ses mains. « Ici, on ne parle pas d'argent, murmura-t-elle, on parle de ce qui chauffe la maison. » Il y eut de moments de gêne. Michael était conscient de la différence de monde comme d'un abîme. Mais la chaleur de la maison travaillait comme une brûlure lente. À un certain point, le petit garçon du photocarton sur son bureau revint en lui. Il se permit un rire qu'il aurait tenu pour inapproprié dans une salle de réunion, et quelqu'un lui demanda si cela lui était déjà arrivé de chanter à la table du dîner. Michael dit non, puis, peut-être poussé par un courage nouveau, fredonna un air appris dans une école publique. Les voix s'harmonisèrent autour de lui comme des mains qui accueillent. Les jours qui suivirent durent être mesurés par une autre échelle. Michael, retournant à son manoir, gardait dans la poche la feuille d'un biscuit de fortune où quelqu'un avait inscrit, en espagnol maladroit, « Casa es donde el corazón está », la maison est là où le cœur est. L'expression restait collée à sa langue comme une vérité simple. Il commença à chercher des prétextes pour revenir. Une casserole oubliée, un livre que la grand-mère voulait rapporter en ville, un faux appel pour vérifier le chauffage. Mais les visites n'étaient jamais des incursions d'un homme qui achète des phénomènes. Elles étaient lents retours, comme des oiseaux qui retrouvent leur nid. Emma travaillait toujours chez lui. Il partageait ses espaces entre deux mondes, la cuisine du manoir et la petite cuisine de la maison jaune. Et chacun apprit à lire dans le silence de l'autre. Michael remarquait ses gestes, comment elle repliait les serviettes d'une manière presque religieuse, comment elle déposait toujours une cuillère propre à table avant de servir, comme si chaque objet méritait une place. Emma apprit à reconnaître les marques laissées par sa solitude, des verres jamais rincés immédiatement, des livres ouverts sur des pages qui parlaient de stratégie plutôt que d'histoire. Ils n'étaient pas amoureux tout de suite, mais une familiarité, prudente et réelle, grandissait entre eux. Puis vint l'invitation au gala, un événement de la haute société où Michael devait présider une fondation dont le nom sonnait comme un chiffre rond et respectable. Mark Reynolds, son associé, poussa la proposition comme on pousse un pion sur un échiquier. « C'est le moment », dit-il, en traçant les lignes d'un discours, en imaginant des photographies, des logos. « Ce sera parfait pour l'image. » Il ne songea pas, ou fit semblant de ne pas songer, à la signification émotionnelle que cet événement aurait pour Michael. Pour Mark, tout était placement. Emma, de son côté, fut invitée à accompagner Michael en tant qu'aide personnelle, un euphémisme. Quand Michael l'apprit, il sentit une contrariété qu'il redoutait d'abord d'admettre, une peur de voir les deux mondes se heurter en public, de découvrir que la chaleur de la maison jaune pouvait être réduite à une anecdote sous les lampes d'un ballroom. La veille du gala, la pluie revint,
plus fine, comme si la ville ne voulait pas lâcher son manteau humide. Michael se tint devant le miroir de son dressing, le costume sur le bras, et se demanda quelle part de lui accepterait d'être exposée. Emma, à ses côtés, bouclait une épingle dans la broche que la grand-mère lui avait donnée, un petit jasmin en argent. « Ce n'est pas pour attirer l'attention, sourit-elle, c'est pour vous rappeler que quelque chose de simple peut tenir. » Elle avait choisi une robe qui n'était pas faite pour entrer dans les pages mondaines. Elle l'avait choisie parce qu'elle lui donnait de l'assurance. Michael sentit une confluence de protection et de désir de la voir, non comme une parure, mais comme une personne entière. Le gala se déploya comme une ville miniature sous chandelier, verres de cristal qui tintèrent, discours rodés, applaudissements calculés. La salle brillait de marbre et de reflets. Autour, des mannequins d'apparence charmaient les photographes. Il y eut ce moment, prévisible et pourtant crucial, où les mondes se rencontrèrent. Une socialite influente, au sourire aigu, osa poser une remarque sur l'accessoire inhabituel qui accompagnait Michael. Emma sentit le poids du regard social. Elle se redressa, choisit de ne pas fuir et répondit avec une dignité calme que fit pâlir d'étonnement les plus cyniques. Michael la regarda et pour la première fois, il comprit qu'être vu n'était pas nécessairement une défaite, c'était une opportunité d'affirmer ce qu'il avait choisi. Les murmures ne tardèrent pas, mais ils furent vite balayés par autre chose, une overdose de vérité, un discours improvisé venu du fond de Michael quand il sentit l'ombre d'humiliation frôler Emma. Il se leva, sans fanfare, et s'approcha du micro. Les mots qu'il prononça furent surprenants par leur simplicité. Il ne parla ni d'investissement ni de chiffres, il parla de cuisine, de grand-mère, de tortillas. Il parla de la table d'un petit logement où l'on apprend à partager et de la main qui vous tend l'assiette sans calculer le coût. Dans la salle, les chuchotements ralentirent, puis s'éteignirent. Il dit que la vraie richesse n'était pas accumulée dans des comptes, mais dans des moments partagés. Quand il prononça ces phrases, on aurait dit qu'un cristal se fêlait pour laisser passer une lumière plus chaude. Après le discours, dans le tohu-bohu feutré des photographes, une main trouva celle d'Emma. Il n'eut pas de geste spectaculaire, juste un contact, un alignement de paumes qui disait plus que toutes les annonces publiques. Ils quittèrent le gala à pas mesurés. Dehors, la neige avait commencé, douce, comme un voile de remerciement. Sur le trottoir, les lumières de la ville reflétaient des éclats, et le jasmin argenté d'Emma capta une étincelle. Michael la regarda et, sans se presser, déposa un petit baiser sur sa tempe, un geste privé au milieu d'un débat public qui, à cet instant, n'existait plus. Ce baiser ne fut pas un sacrement, ni une promesse immédiate de compte fini. Ce fut plutôt une fissure, une ouverture par laquelle quelque chose de tendre et d'imprévu put s'insinuer. Emma recula légèrement, les yeux grands, lisant dans ce baiser la sincérité d'un homme qui avait enfin décidé d'apprendre à être vu. Elle ne sourit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle attendit comme si elle pesait chaque option. Puis, sans artifice, elle prit la main de Michael et la serra. « Rentrons, dit-elle. » Il revint à la maison jaune sous la neige qui déposait sur les toits une promesse fragile. Le chemin avait changé pour Michael, chaque pas rapprochait deux mondes. À l'intérieur, la maison sentait encore le jasmin et la cannelle, et la grand-mère, du haut de son fauteuil, battit la mesure d'un air connu. Michael, qui autrefois fermait la porte en laissant le monde derrière lui comme un coffre scellé, réalisa qu'il voulait apprendre à ouvrir des portes sans peur. La résolution ne prit pas la forme d'un renversement spectaculaire. Emma ne devint pas subitement une protégée revenue pour être redéfinie par le nom d'un homme riche. Elle refusa tout cadeau qui ressemblerait à une échappatoire. Elle quitta son poste quelques semaines plus tard, non pour s'éloigner, mais pour travailler dans un café local qui permettait des horaires flexibles. Un choix pour être disponible, pour porter son autonomie comme une fierté. Michael, lui, apprit à réduire ses réunions, à inviter des gens qui n'avaient pas besoin de place sculptée pour exister. Il acheta une vieille maison de bois à Logan Square, non pas pour la revendre, mais pour la réparer, pour que le bois raconte des histoires plutôt que des contes. Les symboles restèrent, discrets mais persistants. Le jasmin qui grimpa sur la façade de la maison jaune, la pluie qui, une fois, avait frappé les vitres du manoir et avait précipité un changement.
Le contraste entre le marbre froid et le bois usé, entre verre scintillant et assiette colorée. Michael n'abandonna pas sa société, ni son sens des responsabilités, mais il apprit à lier sa réussite à des choses qui tenaient au cœur des gens. Il participa à des repas communautaires, remit en question des priorités et trouva des façons de donner sans réduire l'autre à un geste de pitié. Un soir de printemps, alors que la maison jaune respirait la douceur d'un jasmin en fleurs, Michael et Emma se tenaient sur la petite terrasse en bois. Les mains de Michael tenaient un pot de terre qu'ils avaient rempli ensemble de jeunes pousses. Emma remua la terre avec une cuillère, ses doigts noirs de vie. « On n'achète pas une maison, dit-elle doucement, on l'habite. » Il sourit, et ce sourire semblait vrai, dépouillé de toute pose. Il pensa à la photo sur son bureau, au garçon sérieux au manteau trop grand, et comprit qu'enfin cet enfant avait trouvé une place où déposer ses mains. La transformation fut lente, faite de gestes quotidiens et de décisions humbles. Ils ne cherchèrent pas la perfection, ils cherchaient plutôt la fidélité l'un à l'autre, et celle-là s'apprenait comme on apprend à soigner une plante fragile. Les fêtes désormais se déroulaient autour d'une table où les chaises étaient toutes différentes, mais personne n'en parlait. La maison jaune devint peu à peu un refuge et un point d'ancrage, non par miracle soudain, mais par volonté, par présence répétée. Et la pluie, elle revenait parfois, mais plus rarement comme une accusation. Parfois elle arrivait pour laver les traces laissées par des excès passés. Parfois elle tombait juste pour que deux personnes regardent ensemble comment tombent les gouttes. La ville continua de scintiller, indifférente et fidèle à sa propre cadence, mais à l'intérieur de certaines fenêtres, on entendait maintenant des rires qui n'étaient plus calculés, des chants qui ne cherchaient pas l'applaudissement et une sincérité qui ne pouvait être achetée. La dernière image que l'on garde est simple. Une maison jaune, les jasmins au bord de la fenêtre, un pot de terre sur la table, un manteau posé négligemment. Michael passa la main sur le bord du bois, sentit la chaleur laissée par des mains qui travaillent, et sut que l'endroit où se posent les cœurs finit par définir ce que signifie être riche. La noirceur du manoir était devenue une anecdote dans une biographie qui prenait désormais des chemins plus humbles. Ils apprirent à s'habiter mutuellement, sans effraction, sans promesses exagérées, mais avec la patience de ceux qui savent que la vraie demeure se construit en actes. La neige d'un hiver, puis le jasmin du printemps. La vie ordinaire, répétée et magnifiée par la fidélité quotidienne, avait opéré une guérison douce. Michael comprit que la réussite ne supprime pas le besoin d'être touché, ni remplace les choses essentielles au pied d'un luxe froid. Il trouva une façon nouvelle d'exister, où la présence valait plus que l'éclat. Et la maison jaune au cœur de Logan Square resta le signe d'une vérité simple, qu'un homme riche peut apprendre à ne plus être seul quand il choisit enfin d'accepter une invitation. L'hiver qui suivit fut doux, comme si la ville elle-même avait retenu sa respiration pour laisser croître quelque chose de nouveau. Les fenêtres de la maison jaune s'éclairaient tôt le soir. Des silhouettes qui préparaient le dîner, une lampe posée sur une table, la conversation qui s'étirait sans hâte. Michael passa ses samedis à corriger une marche branlante, à poncer une table abîmée, à apprendre les noms des voisins qui apportaient parfois des tartes encore chaudes. Il n'en fit jamais un spectacle. Il aimait la discrétion des gestes justes. Emma continua à travailler au café. Les horaires flexibles lui permettaient d'accueillir des gens qui, autrement, n'auraient peut-être pas franchi une porte. Elle proposa un soir par semaine des repas communautaires. On apportait ce que l'on pouvait, on partageait ce qui manquait. Les conversations allaient des factures à la poésie, du bébé nouveau-né au souvenir d'un père disparu. Il arriva que quelqu'un, timide, pose une main sur l'épaule d'un autre. Personne ne fit de grande annonce, et pourtant la table devint un lieu où l'on s'arrêtait pour respirer. Michael, de son côté, modifia la direction de son entreprise avec prudence et ténacité. Il n'abandonna pas ses responsabilités financières, mais il mit en place des politiques qui valorisaient la dignité. Contrats plus justes, collaborateurs formés à l'écoute, budget pour des projets de quartier. Il donna anonymement une somme pour réparer le toit d'un centre communautaire voisin, sans fanfare, seulement une série de chèques déposés par une femme au café qui souriait et ne posait aucune question.
La relation entre Michael et Emma n'était plus faite d'éclat, mais d'une confiance lente. Ils se surprenaient à finir les phrases l'un de l'autre, à choisir un film médiocre parce que rester ensemble était la seule chose qu'ils souhaitaient vraiment. Ils accueillirent un été un garçon de 12 ans qui venait parfois pour aider à la menuiserie et surtout pour apprendre à tenir un outil sans craindre de casser quelque chose. Michael, qui autrefois avait peur de la maladresse, enseigna la patience. « On reprend, on ponce, on recommence », disait-il. Et dans sa voix, il y avait désormais la tendresse de qui sait recevoir des erreurs. Les anciens restes du manoir devinrent pour eux une histoire racontée sans nostalgie. Quelquefois, en passant devant une vitrine, Michael reconnaissait l'éclat qu'il avait recherché autrefois. Il ne le désirait plus comme avant. L'éclat était devenu un souvenir utile, comme une leçon apprise au prix de nuits sans sommeil. La vraie richesse, pensa-t-il, n'était pas l'ornement, mais la table où l'on prend un repas ensemble. Les jasmins continuèrent de grimper, sauvages et fidèles, sur la façade peinte en jaune. Au printemps suivant, la maison accueillit encore des rires. On oubliait parfois d'éteindre la lumière, on gardait des tasses sur la table toute une journée. Un manteau usé reste accroché près de la porte, témoin de trajets simples. Michael passa la main sur le bois de la terrasse et sentit dans les fibres les empreintes de toutes ces mains qui avaient travaillé, ri et pleuré sans bruit. Il comprit que la demeure dernière n'était pas un lieu, mais une accumulation de gestes répétés. Le soir, quand la ville se calmait et que la poussière des jours retombait, il s'asseyait côte à côte, regardait les étoiles et la respiration du jasmin. Sans promesses grandioses, sans gestes qui prétendent réparer d'un coup, ils avaient appris à être présents, et c'était suffisant pour habiter enfin.